Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Seglio, je suis directeur marketing d'Accenta. Je vous remercie d'être venu à cette conférence. On va passer une vingtaine de minutes ensemble. Je vais tâcher d'être extrêmement clair, me concentrer sur les messages principaux pour vous, et puis de vous parler d'un cas concret, puisqu'aujourd'hui, on est dans un contexte, et j'imagine que vous en avez largement parlé aujourd'hui, qui est complexe pour le logement, qui vit une période pas facile avec un peu des enjeux multifactoriels. Et moi, je vais parler de l'un de ces enjeux. C'est évidemment celui de la transition énergétique qu'il est nécessaire de mener sur les bâtiments. Et je vais tâcher de vous montrer qu'on peut passer d'un monde qui est celui dans lequel on vit, où on a du mal à trouver la direction dans laquelle on peut aller ou la manière avec laquelle on va pouvoir réduire cette équation complexe qui est celle de l'énergie et du carbone dans les bâtiments et surtout de l'argent que ça va coûter pour réaliser cette transition, à un monde où il y a des sociétés comme nous qui inventent, qui innovent des choses, qui créent des possibles, qui créent des possibles pour les acteurs, qui leur offrent des nouvelles possibilités techniques et financières pour mener à bien ce qu'ils veulent faire sur leur logement, non seulement parce que c'est nécessaire d'un point de vue sociétal, mais c'est aussi nécessaire pour ceux qui utilisent tous ces logements, pour ceux qui y vivent, pour ceux qui doivent payer les factures. Et on sait très bien que l'énergie dans le logement est un énorme facteur de précarité. Et donc, voilà, on va toucher un petit peu tous ces sujets-là. Est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Deux mots sur nous. Et là, pareil, je vais me concentrer sur les messages. On est un peu le produit de ce qu'il y a de beau en France, c'est-à-dire il se passe beaucoup de choses dans les laboratoires de recherche. Et Accenta est né autour d'idées qui ont germé dans les laboratoires de l'école polytechnique, dans les laboratoires de l'école des mines. Et on a amené sur le marché des choses qui ont été travaillées par des ingénieurs, par des chercheurs, et sur lesquelles nous-mêmes on a évidemment travaillé. Et on est né autour de la volonté de démocratiser le bâtiment bas carbone avec des innovations. On va voir qu'on va parler d'intelligence artificielle, et vous allez voir qu'il n'y a pas que ChatGPT ou que les algorithmes de Facebook, et que appliqués à l'énergie, on peut faire des choses belles et bonnes pour le bien commun, et c'est quand même hyper intéressant. Vous voyez un certain nombre de logos là-dessus, c'est-à-dire qu'on est actif aujourd'hui dans le domaine de l'immobilier avec plein de sociétés, dans le privé, dans le public, et surtout, on est passé de 15 employés à 150 employés en 3 ans. On sera probablement 200 d'ici la fin de l'année. On a 8 millions de mètres carrés équipés avec nos technologies. Ces chiffres, ils ne sont pas importants pour dire regardez comme on croit, ils sont importants parce qu'ils montrent un signal de ce qui est en train de se passer sur le marché et du fait qu'on a besoin de solutions pour répondre à des problèmes. Et en tout cas, on s'attelle à faire ça. Le problème énergétique dans le logement, vous le connaissez tous, c'est le chauffage. C'est simple, c'est l'éléphant dans la salle. Il n'y a pas besoin de s'occuper d'autre chose avant de s'occuper de ça. C'est ce qui consomme les 3/4, voire même plus, de l'énergie dans les bâtiments. C'est ce qui pèse sur la facture des ménages qui habitent, et c'est ce qui pèse sur les émissions de carbone. À lui seul, le bâtiment en général, et le logement en particulier, c'est le premier poste de consommation énergétique de notre pays, et c'est le deuxième poste en émissions carbone derrière la mobilité. Donc c'est un sujet phare. C'est pas un sujet nouveau, et ça fait longtemps qu'on s'y casse les dents. Le problème qui est ce qu'on vit actuellement et dans lequel sont les acteurs comme vous, je ne sais pas tous exactement ce que vous faites, mais les acteurs sont pris dans un ciseau, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez des exigences multiples qui émergent, de la réglementation, des exigences des ménages, je ne sais quoi, où il faut prendre des initiatives. On l'a vu l'année dernière, ce qui s'est passé sur le secteur du gaz a permis de mettre le doigt sur un problème qui est majeur. Et nous, on l'a d'ailleurs vu, tout le monde s'est activé depuis l'année dernière parce qu'on se dit, tiens, il y a un problème. Et donc, on est dans une logique où il faut passer à l'action. Le problème, c'est que pour passer à l'action, il faut derrière une boîte à outils. Et là, cette boîte à outils, elle est connue des acteurs. Elle est connue depuis des décennies. On parle des solutions, des mêmes solutions depuis des décennies et des décennies. Or,
Si ces solutions, elles étaient si simples à mettre en œuvre, si elles étaient si peu chères qu'on ne se poserait pas la question pour les mettre en œuvre, on ne discuterait pas de la rénovation thermique des bâtiments. Ça serait un sujet qui serait réglé. Or, il ne l'est pas. Ça veut bien dire qu'on est face à un problème qu'il est extrêmement difficile de résoudre. Et aujourd'hui, la seule vision qu'on a pour résoudre ce problème, c'est de dire l'État doit investir des dizaines de milliards d'euros, parce que ça se chiffre à ça, c'est en dizaines de milliards d'euros, et donc en quelques pourcents, enfin en 0, quelque chose de pourcentage de PIB pendant pas 1 an ou 2 ans, pendant des décennies à investir dans les bâtiments, pour qu'il se passe quelque chose. Donc la charge collective, elle est énorme, et d'ailleurs le ministre de l'écologie ne se trompe pas quand il dit que c'est le chantier du siècle. Et donc finalement, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant et on est obligé d'être créatif, et nous, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est de dire, on va pas résoudre à nous tout seuls tout ce problème-là, mais en tout cas, on veut contribuer en apportant des solutions et des alternatives et des manières différentes de penser, et c'est ce que je vais vous montrer. Ce qu'on a, notre vision et ce qu'on souhaite faire, c'est simplement de simplifier la rénovation des bâtiments, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé en fait un triptyque de solutions qu'on appelle tracé, optimisé, décarboné, qui permet en fait de traiter tous les sujets thermiques, le tout dans un modèle qui change un petit peu la donne. Je vais vous parler aujourd'hui que d'une solution qui s'applique vraiment bien au logement, mais je vais m'arrêter un tout petit peu ici pour vous montrer le changement de logique et de logiciel qu'on doit opérer. Jusqu'à aujourd'hui, dans le monde du bâtiment et de l'énergie, tous les acteurs se contentaient de vendre des solutions. C'est-à-dire que vous avez des gens comme nous qui vendent des solutions, et puis vous avez des acheteurs comme vous qui achètent des solutions. À la fin, qu'est-ce qu'on observe? On observe ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que ça ne va pas assez vite, et les résultats ne sont pas franchement au rendez-vous. Je fais une petite parenthèse aussi, pour ceux qui ont vu des études, je rappelle que l'Allemagne a dépensé plusieurs centaines de milliards d'euros pour rénover son parc de logements sans voir de résultats significatifs sur les performances énergétiques. Et aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Il y a 2 luxes qu'on peut plus se permettre. C'est de ne plus de ne plus penser à économie d'énergie. Voilà. Je pense qu'on a tous conscience collectivement à différents niveaux qu'on ne peut plus gaspiller l'énergie comme on le faisait jusqu'à présent. Et puis, en fait, on n'a pas le luxe non plus financier de faire n'importe quoi quand on va devoir prendre des initiatives. C'est-à-dire que tout le temps perdu jusqu'à présent, un petit peu comme c'est la fable c'est quelle fable déjà, entre la fourmi, enfin bref, vous m'avez compris, pardon, je perds un petit peu mes mots, mais on a perdu beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, on ne peut plus quelque part tester. Or, toutes les solutions ne se valent pas. C'est-à-dire que maintenant, le carbone, il a un prix. Il a un prix à différents niveaux. Vous le voyez, il a un prix sur les marchés. On parle de prix à la tonne de carbone. Mais il a aussi un prix sur nos marchés. C'est-à-dire que quand vous allez construire des bâtiments ou les rénover, et que vous allez prendre des initiatives pour que ça consomme moins, il ne faut pas simplement se dire, bah, tiens, j'ai fait X% d'économie d'énergie ou j'ai évité tant de tonnes de carbone. Mais elle m'a coûté combien ma tonne de carbone à éviter? Et donc, il va falloir être extrêmement sélectif dans les solutions qu'on va mettre en œuvre pour décarboner. Donc, vous comprenez qu'on passe d'un monde où on proposait des solutions pour lesquelles on n'avait pas forcément de vision sur les performances, encore moins d'engagement, mais bon, finalement, ce n'était pas vraiment un grand sujet, l'énergie et encore moins le carbone, à un monde où il y a une stratégie nationale bas carbone pour notre pays, il y a des objectifs, on doit atteindre des performances, il y a de la réglementation, il y a des décrets tertiaires, etc., qui nous demandent d'atteindre des objectifs. Ce qui veut dire que nous, on pense que de la même manière que dans le monde du logiciel, on est passé d'un monde où vous aviez des logiciels sur vos ordinateurs à maintenant vous avez des logiciels dans le cloud qui se mettent à jour immédiatement, qui sont disponibles 99,9% du temps, etc. Et ben, il va se passer pareil dans le monde de l'énergie. On va passer d'un monde où les gens vont acheter des solutions à un monde où ils vont acheter des économies d'énergie garanties. On n'est pas tout à fait prêt, le marché n'est pas tout à fait prêt non plus, mais pour faire ce pas-là, on doit aussi se servir de tout ce que nous permet de faire le digital, l'intelligence artificielle, et ça pour le bien commun. Voilà, je passe un peu de temps parce qu'en fait c'est ça le fond du message, et c'est ça le fond de ce qu'on vend. Nous, je ne vais pas vous parler de solutions énergétiques, je vais vous parler d'économie d'énergie garantie. Voilà, je vous passe les références, je vais passer sur un certain nombre de trucs.
Alors, notre invention, c'est celle sur laquelle je vais intervenir. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques extrêmement compliqués, mais je vais vous faire essayer de comprendre la logique de la chose et pourquoi c'est pertinent. À partir du moment où vous dites que vous voulez décarboner les consommations énergétiques, je rappelle aussi que économie d'énergie et décarbonation ne vont pas l'un sans l'autre. C'est clair dans la stratégie nationale bas carbone, c'est les deux en même temps. C'est pas juste je décarbone et je continue à consommer beaucoup, c'est je consomme moins et j'émets moins de carbone. Et donc à partir du moment où vous dites bon ok, il faut que j'enlève le gaz, il faut que j'enlève le fuel de mes logements, qu'est-ce que je fais? Et là déjà vous n'avez pas 10 000 alternatives, on peut les lister, je ne le ferai pas, mais il y en a quelques-unes, c'est assez facile. Et quand on dit je veux décarboner, il faut passer sur du renouvelable. Quelle est la première énergie renouvelable? C'est le soleil, évidemment. Et c'est le soleil qui nous amène de la chaleur. Et vous aurez certainement noté que le gros problème de l'énergie renouvelable thermique, et il est historique, c'est que la chaleur, elle n'est pas présente au bon moment. On en a beaucoup en été ou maintenant quand il fait beau alors qu'on a besoin de se chauffer l'hiver. Et c'est la même chose quand on veut se climatiser. On se climatise l'été, mais il fait froid l'hiver. Et donc, pour résoudre cette quadrature du cercle, il faut du stockage. Et c'est ce qu'on a inventé. Enfin, ce qu'on a inventé. Ce qu'on utilise et ce qu'on a sublimé. Ce qu'on va faire littéralement, c'est que le chauffage dont les bâtiments, dont les logements ont besoin l'hiver, on va le produire pendant l'été. Et on va le produire pendant l'été dans d'excellentes conditions techniques et dans d'excellentes conditions économiques. Donc, concrètement, pour faire ça, on a besoin de stocker entre les deux. Et pour stocker, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va utiliser le sol qu'il y a sous nos pieds. Et c'est ça la beauté de la chose. Ce qu'il faut voir, c'est que, moi, je peux le dire de manière extrêmement à l'aise, j'ai bossé 12 ou 13 ans dans le domaine du solaire photovoltaïque que je connais bien. Et maintenant, c'est quand même devenu assez logique pour les gens de se dire, oh là, le solaire, ça se développe, c'est génial, c'est une évidence, etc. On a une centrale nucléaire à 150 millions de kilomètres, elle nous fournit de l'énergie, génial. Et bien, ce qu'il faut penser sur le sous-sol, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les ressources qu'on a sous nos pieds, c'est les mêmes que ce qu'on a avec le solaire, parce qu'on a un réacteur nucléaire au milieu de la Terre qui nous fournit de la chaleur. Et aujourd'hui, cette ressource-là, on ne l'utilise quasiment pas. Et donc, nous, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je vous passe les détails techniques, s'il y a des questions, j'y répondrai, mais on va produire du chaud l'été, on va le faire circuler grâce à des pompes à chaleur géothermiques dans des boucles fermées, c'est-à-dire dans des tubes en plastique, comme pour les réseaux d'eau. L'eau chaude va circuler, donc c'est en réseau fermé, on n'a pas besoin de nappe, etc. On peut faire ça partout. Et on va exploiter les propriétés du sous-sol, c'est-à-dire ce qu'on appelle les roches. On dit les roches, ça peut être n'importe quoi le sous-sol. Toutes les roches ont à peu près les mêmes propriétés. Et en fait, l'eau, elle va échanger ses calories avec le sous-sol. Et puis donc, le sous-sol, localement, il va se réchauffer. Mais on va faire ça sur des mètres cubes et des mètres cubes de terre. Donc ça peut emmagasiner une énergie qui est colossale. Et du coup, on va pouvoir la réutiliser l'hiver. Et inversement, l'été, alors là, c'est un message fort que je veux passer, osons climatiser les logements. Évidemment que la climatisation, c'est un gros mot. Parce que bien sûr que ça consomme beaucoup d'énergie, bien sûr que ça fait des îlots de chaleur. Et bien justement, la géothermie, quand on climatise un bâtiment, en même temps qu'on climatise un bâtiment l'été, on récupère la chaleur qui d'habitude est émise dans les villes pour aller la stocker dans notre sous-sol. Donc c'est extrêmement vertueux, c'est l'énergie la plus vertueuse qui existe en termes d'énergie renouvelable thermique. Donc ça c'est le concept de base, c'est assez élégant, ça peut sembler assez simple, on se dit pourquoi on ne l'a pas fait? On ne l'a pas fait parce que c'est compliqué. Et tous les travaux de recherche qu'on a fait a consisté à optimiser la capacité de stockage. Donc on a un rendement qui n'est pas à 100%, mais qui est proche de 100, et qui fait que tout ça devient pertinent économiquement. Et tout ça, on l'a optimisé grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire en conception, on est capable de combiner des énergies. Le but, c'est quoi? C'est que ça coûte moins cher. En gros, faire des trous pour faire de la géothermie, ça coûte cher. C'est à peu près 50% de l'investissement. Donc pour que ça coûte moins cher, il faut faire moins de trous. Et pour faire moins de trous, il faut compenser les trous au moins avec une autre source d'énergie. Et ce qui est capable de faire notre logiciel, c'est pas faire un humain. Et c'est là aussi la beauté de l'intelligence artificielle quand elle est bien utilisée. On va simuler des milliers d'options en quelques minutes pour aller de manière itérative trouver celle qui maximise les performances avec l'investissement le plus faible.
Sur la partie exploitation, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis un système thermique, par définition, il va dériver. C'est simple. Il ne peut pas rester réglé parfaitement bien parce qu'un bâtiment, ça vit, ça bouge, il y a des besoins différents. Et donc, il faut le réguler, il faut l'exploiter. Qu'est-ce qu'on change là-dedans? C'est que pour tout le monde du thermique, du CVC dans le bâtiment, tous les gens qui bossent sur les systèmes thermiques, en gros, c'est une énorme boîte noire. Parce que qu'est-ce qui influence les consommations des bâtiments? C'est la température extérieure, c'est le confort qui est exigé dans le bâtiment et c'est l'usage du bâtiment. Or, aujourd'hui, personne ne sait le prévoir. Donc, à partir du moment où vous allumez votre chauffage, c'est trop tard, vous ne pouvez pas faire d'économie d'énergie. Grâce à l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on appelle du machine learning, de l'apprentissage, ce que fait ChatGPT, mais appliqué à l'énergie quelque part, c'est on anticipe les conditions météo à plusieurs jours. On mesure toutes les consommations du bâtiment, on apprend de son comportement réel par rapport à nos modèles théoriques et on va faire fonctionner le système de manière à ce qu'il fonctionne de manière optimale en permanence tout en répondant aux besoins des utilisateurs. Et donc de cette manière-là, on enlève la boîte noire, on met des données là où on n'en avait pas, on reprend la main et donc on réduit le risque et pour derrière pouvoir vendre des économies d'énergie. Et le bénéfice de tout ça, c'est quoi? Et ça, finalement, c'est le slide qu'il faut retenir. C'est un extrait de l'Observatoire des contrats de performance énergétique. Historiquement, c'est simple. Plus je fais d'économies d'énergie, plus ça me coûte cher. Et donc, vous voyez que pour arriver... Là, on est sur, je ne sais plus combien, 7 ou 8 millions de mètres carrés. Donc déjà, ça donne quelques infos sur le marché. Donc, vous voyez que là, le marché, il coince ici. Et que ça va me coûter au bas mot aux environs de 800 € par mètre carré pour aller faire 60% d'économie d'énergie. Prenez n'importe quel bâtiment classé D ou E, vous lui mettez 60% d'économie d'énergie, vous appliquez 800 € par mètre carré, vous serez probablement autour de 100 années de retour sur investissement. Dites-moi, qui finance 100 € de retour sur investissement à part l'État? Donc, et c'est là le nœud du problème. C'est que sans l'État, on ne peut pas faire la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, si on veut avoir des capitaux privés pour rénover les bâtiments, il faut leur offrir une rentabilité. Donc, il faut passer de 100 ans de temps de retour à 10 ans. Et c'est ce qu'on fait avec notre technologie. Et en fait, c'est là où l'innovation elle est majeure, c'est qu'on a complètement cassé le ratio historique de la performance et du coût. Je peux vous sortir quelques prix, mais après on a aussi des modèles financiers, je ne veux pas vous donner des mauvaises idées, mais retenez qu'on est 4 à 10 fois moins cher que n'importe quelle solution de rénovation thermique du marché, avec des performances qui sont supérieures et qui seront garanties parce qu'on a l'intelligence artificielle et que le marché ne le maîtrise pas. Je vais terminer rapidement parce que sinon je vais dépasser un peu, il me reste 3-4 minutes vu qu'on a commencé en retard. Donc ça c'est le cœur de notre solution. Une fois qu'on a ça, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que comme toutes les solutions vertueuses, elles se confrontent à la réalité humaine, à savoir qu'elles coûtent plus cher à l'investissement, mais elles nous permettent de faire des économies derrière. Et vous êtes comme moi, surinvestir, ça ne vous plaît pas. Et donc c'est ça aujourd'hui le problème. La technologie, c'est bien, elle marche, c'est super, mais une fois qu'il faut la payer, on se dit, ah bah, quand même, ça coûte cher, il faut la financer. Donc au-delà d'avoir développé une technologie, on a développé un modèle qui est tout intégré, via lequel on conçoit, on installe, on exploite et on maintient le système. Mais on apporte aussi le dernier point qui est critique, le financement. C'est-à-dire qu'on va financer nous-mêmes tout partie, je ne vous rentre pas dans les détails, c'est de l'ingénierie financière, évidemment il y a un peu de complexité, mais de manière à ce que tous les gens qui veulent prendre des initiatives puissent enlever un maximum de risques. Le risque financier parce qu'ils ne vont pas ou peu investir ou investir le même niveau que s'ils devaient investir dans du gaz. On va enlever le risque parce qu'on va leur dire, certes, vous investissez, mais par contre, nous, on s'engage pendant 10, 15, 20, 25 ans à ce que vous fassiez X% d'économie d'énergie. Et si ça se passe mal, c'est nous qui prenons à notre charge le différentiel. Et donc, voilà, on développe une offre qui est non seulement technologique, mais servicielle pour apporter une réponse globale à la problématique qui est devant nous. Ce qu'on appelle le modèle Energy as a Service. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on passe d'une logique de système à une logique servicielle dans laquelle on n'est pas là pour vous vendre une chaudière, on est là pour vous vendre des économies d'énergie qui sont garanties.
je vais faire un petit retour d'expérience qui illustre un peu le changement de logique qu'on peut opérer. C'est l'exemple d'une copropriété. Ça pourrait être voilà, une ESH, un OPH, etc. Peu importe, on est en relation avec tous ces gens-là. Donc c'est une copropriété d'une 60aine de logements qui faisait 4000 m². Et qui avait fait des travaux en 2014, un petit peu d'isolation par l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a proposé à ces gens-là? C'est simple, ils n'avaient pas de budget. Avec cette copropriété-là, ils n'ont pas sorti 1 euro et nous ont demandé de nous engager. C'est eux, même d'habitude, on ne va pas forcément aussi loin, mais ils ont voulu aller aussi loin. Ils n'ont pas sorti 1 euro, on leur garantit 57% d'économie d'énergie sur le chauffage, donc ils suppriment leur chaudière gaz. Ça décarbone de 74% et le tout garanti pendant 30 ans, sans mettre un seul euro. Voilà en fait la vertu d'une innovation, parce qu'en fait on enclenche un cercle vertueux. On a des performances qui sont au rendez-vous. On a un prix qui est moins cher. Donc ce prix-là nous permet d'envisager une rémunération sur les économies d'énergie parce qu'elles sont extrêmement élevées. Et compte tenu du coût d'investissement de la technologie, les capitaux privés peuvent dire « oui, je vous suis parce qu'on est capable de rémunérer les capitaux ». Donc ça n'existait pas jusqu'à présent. Et je souligne également le fait qu'on est même capable d'atteindre des performances supérieures, parce que là, il se trouve que la copro avait fait un peu de rénovation extérieure, mais on se retrouve dans des cas où c'est impossible ou rédhibitoire en termes financiers, même d'isoler par l'extérieur. Et on peut atteindre 60 à 80% d'économie d'énergie sans isoler. Je sais que c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité des chiffres. Donc voilà comment on peut changer la donne. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent pour des organismes privés, et je vais m'arrêter là, en début d'année, enfin au premier trimestre, est passée une loi qui doit encore être affinée, c'est pas forcément clair pour tout le monde, qui permettent aux organismes publics d'aller solliciter des financements privés qui n'avaient pas le droit de faire, dans des cadres bien précis, mais justement pour financer la transition énergétique. Donc ça veut dire qu'on se retrouve dans une logique où potentiellement des organismes publics, parapublics, semi-publics peuvent solliciter des financements privés. On travaille sur des modèles où, même pour les promoteurs immobiliers, parce que vous savez qu'un promoteur immobilier, lui, il développe un projet, mais les économies d'énergie, ce n'est pas lui qui va en bénéficier. Donc toute notre ingénierie financière va aider aussi les promoteurs à dire moi, j'avais prévu de payer pour du fossile, je mets mon argent pour le fossile, et Accenta derrière va prendre en charge le surplus, faire tourner le modèle, et donc à de multiples niveaux pour les villes, pour les territoires, que ce soit via les promoteurs, via les OPH, via les ESH, on a finalement, c'est une nouvelle corde à l'arc des solutions énergétiques qui, on doit le dire, n'a pas beaucoup évolué ces dernières décennies, pour avoir de nouvelles alternatives, nouvelles manières de penser les choses, parce que toute cette affaire-là va coûter très cher. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les ESH, il n'y a pas que les OPH qui vont pouvoir mettre au pot. Il faut que les financiers privés investissent dans la transition énergétique. Et donc c'est avec ce type, il nous semble, d'innovation qu'on peut aussi aider le secteur à bouger. Et voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai dépassé un tout petit peu. On a un stand où je me mettrai en sortie pour ceux qui auraient des questions ou qui voudraient échanger sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas, si vous avez des questions,